Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet. Emmanuel Nkouzou-Mouami, analyste économique et politique. Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud. Jean-Marie Bitomo, éditorialiste d'Africa 24. Alors, nous parlions donc de cette élection présidentielle au Cameroun, fixée au 7 octobre, et de ses enjeux. Alors, 9 candidats, on l'a dit, sont en lice pour ce scrutin. Alors, pour le moment, on entend plus parler des personnalités et des jeux d'alliance, plus que des programmes. Dans un camp comme dans un autre, est-ce qu'il existe véritablement un projet politique qui peut, en tout cas susceptible d'engager le Cameroun au cours des 7 prochaines années? Emmanuel Dupuis. Alors déjà, il y a la feuille de route que le président avait tracée en juin dernier, donc, pour tenir compte de cette crise identitaire auquel fait face le Cameroun, avec 12 milliards de francs CFA qui avaient été proposés à travers 12 plans, de l'infrastructure, un programme de valorisation du multilinguisme, et puis la prise en compte d'un certain nombre de demandes de la part des corporations ou des institutions qui réclamaient davantage d'écoute, je pense notamment aux étudiants. Alors je dis cela parce que c'est une bonne partie de ce que le camp présidentiel met en avant comme des réalisations de la part du président. Alors, le président met aussi en avant le fait que, comme je le disais précédemment, il a libéralisé l'espace économique et politique, en mettant en avant le fait qu'en 1982, il n'y avait qu'une seule université, il y en a maintenant 8, qu'il y a quasiment une centaine d'établissements privés et que l'accent a été mis sur l'éducation, en mettant en avant le caractère issu du processus des années 90, c'est-à-dire la multiplication des partis politiques. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a sans doute une hétérogénéité dans le développement des différentes régions camerounaises. Et de ce point de vue-là, la crise que nous vivons au sud-ouest du pays a fortement obéré les rentrées financières en matière touristique. Le prix du pétrole, la fluctuation du prix du pétrole a fait que l'économie qui était unie, j'allais dire monolithique autour de l'économie des richesses hydrocarbures, est sans doute à revoir. Le fait qu'il y a de plus en plus de tensions avec les pays du voisinage, dont pourtant la légitimité impactait beaucoup sur la stabilité et le rôle du Cameroun, notamment parce que le Cameroun avait réussi ce tour de force, après 30 années de négociations, d'aboutir à un accord entre le Nigeria et le Cameroun sur la presqu'île de Bakassi. Donc il y avait toute une série d'éléments qui, me semble-t-il, sont mis en avant par le président. Après, et j'en terminerai par là, il y a aussi, de la part de l'opposition, un certain nombre de choses qu'il faut mettre à charge du président, pardon. Et je pense notamment au fait que l'ancien président du barreau camerounais, Akeï Mouna, le fils du premier président du Cameroun occidental, met en avant le fait que la situation des droits de l'homme, la situation de l'état de droit, est sujet à caution, ou en tout cas est sujet à débat. Jean-Marie Bitomo. Moi, je voudrais revenir sur un point précis qu'Emmanuel vient d'aborder là, à savoir que quand on se retrouve dans un environnement comme celui du Cameroun, les choses ne sont pas simples. Tout à l'heure, là, nous avons débattu sur les élections. Les élections, le Cameroun n'est pas une singularité en Afrique. Tout à l'heure, là, moi, je fais déjà, comment dirais-je, de la prospective par rapport aux élections. Nous avons parlé des partis politiques là tout à l'heure. Vous n'avez aucune structuration des partis politiques en Afrique en tant que tel. Donc à partir de là, dès l'instant que vous avez une immaturité des partis de l'opposition, c'est ça qui fait en sorte que, je dis toujours sur ce plateau, que l'Afrique doit encore faire son éducation politique du citoyen africain en tant que tel. Les gens ne comprennent pas que les enjeux d'une présidentielle, c'est quoi? Ici, là, nous avons une présidentielle à un tour. Donc après, au lieu que l'opposition, si vous voulez, se mette en ordre, s'ils veulent vraiment battre le candidat en place, on a parlé des moyens à disposition, c'est-à-dire de chaque parti là tout à l'heure. Et tout à l'heure, Lazara vous a posé la question de savoir quels sont les programmes, quels sont les contenus des programmes des différents candidats. Et à partir de là,
on s'aperçoit que les programmes, si vous voulez, ne sont pas structurés de manière en sorte que ça puisse, déjà qu'on souffre de deux maux. L'électeur n'est pas suffisamment averti. Vous n'avez pas suffisamment de communication. Tout à l'heure, là, on a parlé, si vous voulez, de la présence des candidats sur les canaux. Moi, de mon point de vue, je suis camerounais. Je sais que la télévision nationale est ouverte à tous les candidats. C'est-à-dire que chaque candidat, les candidats sont invités à tour de rôle, comme nous l'avons fait ici, l'Africa 24. Vous l'avez fait hier. Vous avez un candidat de l'opposition. Vous avez un candidat, si vous voulez, du régime en place. Donc, à partir de là, c'est-à-dire la multiplicité dont note Emmanuel là, ça apporte quelque chose au Cameroun. Parce que le citoyen camerounais a une vision, une visibilité, une lisibilité un peu plus claire de l'espace politique en tant que tel. Donc ce n'est pas une mauvaise chose. Mais maintenant, moi j'insisterai sur quoi? Sur la gouvernance économique du Cameroun. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut que le Cameroun, c'est-à-dire créer des emplois pour la jeunesse camerounaise. C'est l'enjeu essentiel de ces élections-là. C'est-à-dire pouvoir avoir un candidat qui donne une gouvernance qui soit beaucoup plus claire économiquement au Cameroun. Et le Cameroun a un potentiel, dont Emmanuel a souligné tout à l'heure, qui est un potentiel indéniable. Emmanuel, dans la plupart des pays africains en tant que tels. Là. Moi, je reviens sur les enjeux politiques et économiques. D'abord politique. Dans une élection, comme d'ailleurs beaucoup de pays de plus en plus commencent à l'instituer des scrutins à un tour, le problème que nous avons, il est politique dans le sens de l'alternance. Est-ce qu'aujourd'hui les Camerounais sont prêts, au moins sur le plan mental ou au moins psychologique, à reconduire un homme de 85 ans, bientôt 86 ans, pour un mandat de 7 ans? Ce n'est pas rien pour un homme qui, depuis 36 ans, est au pouvoir, sachant que dans la structuration actuelle, et là je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre, c'est que l'opposition devrait travailler en amont, au moins 2-3 ans avant, pour d'abord organiser des programmes, organiser des projets, avoir un vrai projet politique, et à la limite, si on veut avoir un candidat unique, qu'on soit d'accord sur une plateforme. Cette plateforme n'a pas été préparée. Donc on ne peut pas la préparer dans les 2 semaines qui viennent, par exemple. Donc c'est déjà trop tard. Donc dans l'alternance, le fait de dire on va peut-être trouver un jeune candidat qui va devenir le président du Cameroun au 7 octobre au soir pour conduire le Cameroun sur les 7 ans à venir, ça me paraît difficile. En tout cas, c'est compromis dans l'état actuel des choses. Ça, c'est l'alternance elle-même. Maintenant vient la question de la gouvernance du pays depuis, je dis 36 ans, je vais m'arrêter juste sur la présidence de M. Paul Biya. On sait très bien que depuis 1985, les réserves du pétrole commençaient à s'épuiser au Cameroun, on le sait. Bon, pendant ce temps-là, il y a eu des idées de la diversification économique. Mais cette diversification n'a pas eu lieu. Il y a eu, c'est vrai, des incantations, il y a eu des volontés. Bon alors, c'est toujours facile quand on est à 40 ans. Je me rappelle encore un certain Bongo au Gabon qui, 42 ans de pouvoir après, faisait campagne sur les infrastructures, l'école et l'hôpital. On se disait, mais depuis 42 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, maintenant, le Cameroun se trouve dans la même situation. Bien sûr, on va dire qu'il y a des universités, mais ce que je constate, c'est que le taux de scolarisation au Cameroun n'a pas encore atteint 80% des enfants dans l'école primaire. Donc, on peut toujours raconter ce qu'on veut derrière, parce que l'université, c'est le summum de ceux qui ont déjà fait le baccalauréat. Encore faut-il que nous ayons au moins 85% qui terminent le secondaire. On est encore très loin, puisqu'on n'a pas encore atteint 60% des jeunes qui atteignent le niveau du secondaire, le diplôme du secondaire. Donc, l'éducation, déjà, est en difficulté. Les restructurations économiques qu'on attendait depuis le début 90, ça fait donc au moins 20 ans qu'on aurait dû le faire, ça n'a pas été fait. Nous avez au Cameroun des gisements de cobalt, de manganèse, qui pouvaient être peut-être les relais économiques du Cameroun après le pétrole, pour que la partie industrielle des minerais notamment, pas seulement la transformation de l'alumine importé de Guinée pour faire de l'aluminium, mais pas seulement, donc autrement dit, créer une vraie industrie minière. C'était possible puisqu'on a des ressources. Ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, le Cameroun se retrouve dans des difficultés telles que le prochain président, même si c'était l'homme de l'alternance, aurait des difficultés à retrouver les vraies filières de rebond de l'économie camerounaise. Donc les enjeux économiques sont quand même présents dans l'élection. Non seulement de l'emploi, mais sur l'avenir du Cameroun même. Qu'est-ce qu'on va faire du Cameroun économiquement sur les 10 ans qui viennent? Emmanuel Dupuy. Alors, moi, je partage évidemment tout ce qui a été dit par mes deux camarades, en rajoutant peut-être quelques éléments non pas de divergence, mais de complémentarité. Je crois que ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que, au-delà de la difficulté d'avoir un scrutin à un tour sous la forme d'un septennat, ce que la plupart des États africains sont en train de changer. Et de ce point de vue-là, le Cameroun aurait dû aussi faire son aggiornamento et aurait dû le faire avant cette élection. Parce que
Sinon, ça repousse à 7 ans, et je ne crois pas qu'entre les deux, il y ait une phase intermédiaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, l'émergence d'une opposition structurée est un serpent de mer depuis une vingtaine d'années. Je rappelle que le principal parti d'opposition, le Social Democratic Front, avait un statut officiel, d'opposant officiel. Et il ne faisait pas l'opposition auquel on s'attendait qu'il fasse. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a eu entre Bernard Mouna, le frère d'Akere Mouna, et Joseph Rundi, un litige plus qu'administratif, puisqu'il y a eu malheureusement mort d'homme entre militants de leurs deux structures. Et donc une scission qui s'est faite. Moi, je crois qu'il faut aussi avoir à l'esprit que le Cameroun, comme la plupart des pays de la région, sont en train de penser leur place dans l'espace dans lequel ils sont. Le Cameroun est à la fois un pays qui appartient à la communauté économique des États d'Afrique centrale, d'ailleurs ils se sont réunis à Lomé le 31 juillet dernier, mais c'est aussi un pays dont le voisinage sécuritaire fait qu'il appartient aussi à une zone qui est l'Afrique de l'Ouest. Et donc il y a cette réflexion sur la place et donc la manière dont on pense les pays dans les espaces sous-régionaux en redéfinition. Ça, c'est un vrai enjeu de campagne dont aucun des candidats ne s'est emparé. Quelle place pour l'intégration économique africaine? Aucun des pays ne peut résister à la mondialisation qui impose que les frontières administratives s'effacent devant une logique de libre-échange que du reste a été mise en place, en moins sur le papier, à Kigali. Et dernier point, je termine, moi j'ai beaucoup d'espoir sur les futures pousses qui sont en dehors du Cameroun. Et je pense notamment à Mme Sangwe, qui préside la commission économique pour l'Afrique aux Nations Unies, dont on dit beaucoup qu'elle pourrait susciter un espoir de renouvellement. Donc je termine en disant que peut-être que ce n'est pas forcément dans la classe politique actuellement au Cameroun ou qui candidate pour l'élection du 7 octobre qu'il peut y avoir une façon de concevoir une participation plus inclusive aussi de la diaspora pour l'avenir du Cameroun. Jean-Marie Bitomo, vous voulez intervenir? Oui, je voulais intervenir, c'est-à-dire sur le discours de l'autre Emmanuel, là, tout à l'heure, concernant la donne économique. La donne économique, c'est-à-dire quand Emmanuel parle, il oublie un paramètre très très important. C'est que les plans d'ajustement structurel sont passés, c'est-à-dire depuis les années 80 jusqu'aux années 90 sur tous les pays africains. Si vous faites table rase des plans d'ajustement structurel, de mon point de vue, on ne fait pas une analyse approfondie des causalités, si vous voulez, du non-développement des économies africaines en tant que telles. Ce sont les plans d'ajustement structurel qui sont venus détruire tout ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et personne ne peut le contester aujourd'hui parce qu'on a du recul pour pouvoir faire la lecture économique de l'histoire en tant que telle. Donc aujourd'hui, le Cameroun, moi je me souviens, c'est-à-dire quand j'étais à l'université, le Cameroun avait un taux de scolarisation de 90%. Étude du El Moudjahid, journal algérien, ce n'est pas un journal camerounais. Donc les taux que vous me citez là, si vous voulez, bon, je suis un peu ébahi par rapport à ça. Pour vous dire que quand on fait l'analyse de l'Afrique, on raisonne sur l'Afrique comme si l'Afrique était un continent autonome comme les autres continents en tant que tel. Donc on me diront, oui, mais pourquoi l'Afrique ne ferait pas comme les autres font? Sauf que, quand on prend la Chine, j'ai dit aux gens, citez-moi le colonisateur de la Chine. Citez-moi le colonisateur de l'Inde en tant que tel. Il y a eu l'Angleterre. L'Angleterre, si vous voulez, bon, il y a autre chose là derrière. Donc à partir de là, quand on fait l'analyse, comment dirais-je, des faux pas des États africains, il ne faut pas oublier la contrainte extérieure. Il ne faut pas l'oublier tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'état de l'Afrique aujourd'hui, moi je l'attribue, personne ne peut le contester aujourd'hui au plan d'ajustement structurel qu'ils sont venus tout détruire chez nous. Il fallait à tout prix courir vers la privatisation. Comment voulez-vous que le Cameroun, en ce moment-là, puisse, comment dirais-je, se développer? Maintenant, en termes d'échange, je veux même aller plus loin avec vous. Je veux vous parler tout simplement de Ouarid Boumediene, 1960, et Noé, que vous connaissez très bien, le nouvel ordre économique international. Il a été réclamé pour quelle cause? Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé cette discussion en disant la chose suivante, c'est que nous avons deux volets de discussion. Il y a un volet conjoncturel, qu'il s'agit de commenter la conjoncture économique en tant que telle. Mais on ne peut pas se mettre à commenter la conjoncture économique en oubliant les structures économiques qui sous-tendent le développement de chacune des économies africaines en tant que telles. Donc, si on fait l'économie de cette analyse-là, ça voudrait dire que nous sommes, si vous voulez, à côté de la plaque.
de mon point de vue. Mais en même temps, est-ce qu'on peut tout mettre aussi sur on ne peut pas tout mettre. Je veux vous dire. Le plan d'ajustement. Le plan d'ajustement, la fixation, si vous voulez, des matières premières de l'Afrique. Nous savons tous que l'Afrique, c'est le grenier du monde. La fixation des prix se fait à quel niveau? Se fait au niveau des Africains? Non. Et maintenant, sur le plan interne, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire tout simplement que vous n'avez pas une plus-value supplémentaire qui arrive, si vous voulez, par rapport aux produits africains en tant que tels. Il faut créer, comment on dirait, ces filières-là, qui sont des filières complètes. Je parle bien de la notion des filières, ça veut dire qu'on part de l'amont à l'aval. Combien d'États africains avez-vous qui font la transformation de leurs produits? Il n'y en a pas. Et vous savez bien qu'il y a une contrainte internationale dessus. Je ne mets pas tout sur la contrainte internationale. Emmanuel a parlé de la mondialisation là tout à l'heure. Cette mondialisation-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que il y a... Moi, je me souviens du bouquin de Viviane Forrester, qui est une Américaine qui vit en France, qui avait écrit, si vous voulez, la guerre économique en tant que telle. Donc là-dessus, on vous fait une démonstration que l'échange inégal dont parlait déjà Ouari Boumedienne à l'Assemblée des Nations Unies, c'est-à-dire cet échange inégal-là, les données n'ont pas varié d'un iota jusqu'à ce jour. Emmanuel Nkouzou-Mouamine. Je suis d'accord sur les dégâts des PASS, des programmes d'ajustement structurel des années 80, et d'ailleurs qui avaient été tentés dans les pays de l'Est, qui ont été abandonnés et qu'on a ramenés en Afrique. Malheureusement, c'est ainsi, c'est vrai l'histoire. Mais ce que je disais là, à propos de la gestion publique du Cameroun, ce que moi j'appelle le modèle. Là, je suis d'accord avec vous au niveau de la gestion publique. Voilà. Il est possible de pouvoir améliorer la gouvernance. C'est simplement ce que j'ai voulu dire. Je dis simplement qu'après 1985, une fois qu'on a constaté que les difficultés arrivaient, on est passé par une récession au Cameroun pendant un certain temps. Donc, au moins, le pouvoir politique à l'époque aurait pu se dire, effectivement, on a été écrasé. Avait des causes exogènes, Emmanuel. On ne peut pas raisonner comme si le Cameroun avait les moyens de pouvoir agir sur tous les leviers. Je suis d'accord. Si on me dit la fixation des matières premières se fait à Londres, à New York, c'est pas en Afrique que ça se fait. Et la variation n'oublie pas toujours aux règles économiques. Mais il n'empêche. Nous avons des pays en Afrique qui ont atteint un taux de scolarisation de 99%. Le Zimbabwe notamment, par exemple. L'Afrique du Sud n'est pas très loin. Donc il y a des pays qui progressent. Le Rwanda aujourd'hui est à 98% de scolarisation primaire. Qu'est-ce qui empêche? Pourtant, le pays n'a pas de ressources autant que le Cameroun. C'est une question de volonté politique et d'ambition politique. C'est vrai qu'il y a eu des freins dans les années 80, je suis d'accord. Mais l'ambition politique fait que de toute façon, à un moment donné, on se dit, d'accord, il y a des difficultés, on les a rencontrées, maintenant on retrousse les manches et on se met dans une perspective. Très peu de pays aujourd'hui ont ce qu'on appelait plans dans les années 80, les années 2020. Il y en a très peu. Aujourd'hui, nous sommes dans les années 2025-2030. Très peu de pays peuvent vous présenter un plan d'ambition 2030, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours compris que les fixations des prix de matières premières se faisant ailleurs, n'ayant pas beaucoup de ressources, donc on va essayer de défendre toujours dans l'aide internationale. L'aide internationale, comme disait le général de Gaulle, il y a les nations n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Maintenant, si les Africains ne défendent pas leurs intérêts, c'est à eux de se poser la question. Là, un dernier mot peut-être, Emmanuel Dupuy. Et il ne l'a pas fait. Un dernier mot, Emmanuel Dupuy. Pour essayer de conclure et pour faire la synthèse en ce qu'ont dit Jean-Marie et Emmanuel, moi je crois que ce qui est très important, c'est qu'on est passé par effectivement les phases d'ajustement structurel, le FMI et la Banque mondiale à la fin des années 80, et que ce sont accessoirement ceux qui gouvernaient à l'heure qui gouvernent toujours. Donc il y a aussi une réflexion à avoir sur la manière dont la politique économique était menée avant et elle est menée maintenant. Avec cette réalité, c'est qu'effectivement, et on va le voir dans d'autres domaines et dans d'autres processus électoraux, l'État ne peut plus être le principal employeur des pays africains. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois qui est créé. Il y a 22 millions de primo-accidents à l'emploi sur le continent africain. Et l'Afrique crée 2 millions d'emplois. Donc il y a un déficit de 18 millions d'emplois. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et il faut aussi avoir à l'esprit que... au Cameroun, comme ailleurs, il y a sans doute une volonté de s'inscrire dans la modernité, avec, comme ça a été rappelé par Jean-Marie, une exigence d'exister sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour la première fois, le président Biya a un compte Twitter, Paul Biya 2018. Pour la première fois, il y a une multiplication des chaînes, à la fois la chaîne officielle, CRTV, et puis des chaînes privées. Donc l'espace médiatique existe. Maintenant, c'est ce qu'on en fait qui est important. Alors, les candidats de l'opposition disent on n'a pas eu le droit d'utiliser la plénitude de ces moyens. À Africa 24,
on ne peut pas vous accuser de rentrer dans ce... On ne peut pas vous faire ce procès d'intention, puisque vous donnez la parole à chacun. Mais je crois que c'est très important d'avoir à l'esprit que le Cameroun est à l'image des autres processus électoraux qui vont venir, avec une jeunesse qui s'attend à avoir une expression politique qu'elle ne retrouve pas dans l'opposition. Donc, qui s'exprime ailleurs, de manière violente, de manière radicale ou de manière détournée de la vie politique à travers les réseaux sociaux, la non-mobilisation ou le boycott des élections ou le fait de ne pas prendre sa carte électorale. Et donc ça, n'importe quel candidat qui sera élu le 7 octobre au soir devra en tenir compte, parce qu'il y a un certain nombre de faisceaux convergents. L'Afrique a 70% de sa population qui a moins de 30 ans, l'Afrique a 100 millions de jeunes enfants qui ne vont pas à l'école, plus de la moitié, 57 millions de jeunes filles, et c'est une réalité que connaissent tous les pays, et ça ne s'arrête pas aux frontières de chacun d'entre eux. Et donc j'ajouterais, quand un pays a plus de 50% des moins de 18 ans, c'est le cas du Cameroun, et que le candidat, en tout cas, qui a la chance d'arriver comme président après l'élection présidentielle à plus de 85 ans, il y a un décalage quand même, pas seulement culturel, pas seulement générationnel, mais un écart de compréhension du monde tel qu'il tourne aujourd'hui. On ne peut pas bâtir dans l'avenir du Cameroun aujourd'hui avec un homme de 85 ans, ce n'est pas vrai. Le monde va beaucoup plus vite qu'il ne puisse le suivre. Donc, l'alternance était nécessaire. Autant dans certains pays, on peut douter qu'un président qui a 15 ans de pouvoir, il peut aussi se maintenir encore un petit peu. Mais après 36 ans, à 85 ans, excusez-moi, mais ce n'est pas vraiment l'âge de préparer ou au moins comment dirais-je, de faire rêver les jeunes. Oui, alors peut-être en quelques secondes, Jean-Marie Bitomo. Je dirais tout simplement, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, ce n'est pas une question d'âge. L'âge, c'est le mental qu'on a, que chaque individu a. Ce n'est pas une question de nombre d'années qui compte. Et vous avez l'expérience aussi derrière. Merci beaucoup à tous les trois pour vos précisions. Allez, on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.